un paroxysme avec le désordre dans la gestion de la succession au trône du Wadaï. Les conflits sociaux mettent souvent directement en cause l'État dont les actes passent de plus en plus difficilement. Instrumentalisation du conflit éleveur agriculteur, provocation des agents publics avec des mesures d'assaisonnement prises avec légèreté, atteinte aux fondamentaux de l'État républicain, etc. Nous sommes mal partis depuis la sortie de la CNES. La conférence nationale souveraine avait laborieusement abouti à la mise en place d'un régime de rupture avec le passé. On en était arrivé là parce que les Tchadiens étaient, ils sont encore aujourd'hui, à la recherche de la meilleure forme possible de leur État. Le souci de l'alternance au pouvoir a conduit à la décision de la limitation des mandats présidentiels. Sur les conseils de la France, le président Idriss Déby Itno a reconnu avoir accepté malgré lui de faire sauter le verrou de cette limitation. Dès lors, le consensus de la CNES a été rompu. Adieu le symbole des armes brûlées le 15 janvier 1993 par les deux derniers guerriers issus du Frolina, Goukouni Ouédé et Idriss Déby Itno. La courte période de la gestion apaisée inaugurée par la CNES s'est arrêtée. Le cycle d'élections truqué s'est installé. En 2011, deux candidats sans envergure accompagnèrent le candidat sortant. En 2016, le processus a été arrêté dans une ambiance morose et de contestation de la reconduction du candidat sortant. Les autres institutions sont restées dans leur expression formelle. Le Parlement, réduit à une seule chambre avec la réforme de 2005, traîne 3 législatures alors qu'il devrait en être à la 6e avec son dernier renouvellement à la mi-juin 2017. Quant à la décentralisation, son opérationnalisation relève d'une supercherie. Aucun organe décentralisé n'a été installé en dehors de 41 communes urbaines, dont 11 dans la capitale, avec un mandat de 6 ans toujours en vigueur depuis le mois de janvier 2012. Les choses se passent comme si la CNES a été finalement une rencontre de plus sans impact sur le niveau de développement du pays. En pareille circonstance, le dialogue entre les acteurs devrait demeurer essentiel. C'est ainsi que depuis le 7 août 2007, un exercice sous cette dénomination est conduit avec les mêmes récriminations. Élections truquées et rejetées par une partie de la classe politique, déliquescence de l'État avec un surendettement abyssal, pillage des ressources publiques, abandonnement médiatisé et sans réaction pertinente de l'État, tendance à la priorisation des situations politiques internes dans les autres États au détriment du nôtre, RCA, Mali, Libye, Soudan. Le même train-train est repris depuis l'entrée en vigueur de la 4e République. L'opinion est quotidiennement abreuvée des regains d'intérêt de la classe politique autour du CNDP. Or, la finalité du CNDP est avant tout autre purement électorale. Comme tel, le CNDP ne peut pas être confondu au dialogue politique camoté à la CNES de 1993. Le refus d'un tel dialogue est la révélation inacceptable de toute forme de contestation. Au niveau interne, les partis politiques sont affaiblis avec une tendance à leur création encouragée par le MPS. Les oppositions armées sont combattues sans ménagement, surtout depuis que le pétrole a permis à l'État de se surarmer au détriment de l'investissement social. C'est dans cette situation très préoccupante que le président de la République solitaire surprend tout le monde en décrétant l'état d'urgence dans certaines provinces du pays. Or, on ne sait pas le mal qui justifie la fermeture des frontières septentrionales, orientales et même méridionales. En outre, le phénomène d'enlèvement des personnes avec versement de rançon a repris dans le sud-ouest, une zone jusque-là épargnée par les provocations de l'État à travers ses agents. Face à cette situation, le Cap Sûr, fidèle à sa vision de société fondée sur la gestion apaisée de l'État, lance cet ultime cri d'alarme. Une espérance à notre portée, à nous tous. Après une année de gestion solitaire de l'État, le constat est que la 4e République est inadaptée à notre tissu social. À l'époque, quand nous cherchions à comprendre les raisons du choix de ce régime,
il nous a été répondu que le modèle béninois a enchanté les réformateurs tchadiens. Et dans un certain sens, comme en 1990 avec la CNS, la démarche pourrait se justifier, même si copier les autres est malsain. Après tout, copier un voisin qui a réussi évite d'innover pour se passer la petite après. Or, dans le modèle de présidence solitaire, le Bénin vient de rejoindre les républiques bananières inefficaces dans le monde. Le constat de l'échec de la présidence solitaire. La mauvaise gouvernance existe déjà dans le pays avec le pillage des ressources publiques autorisé par le style patrimonial de gestion de l'État. Elle s'est accentuée avec la présidence solitaire. Elle se traduit notamment par découragement de toute forme de contestation. C'est l'attitude dénoncée il y a peu par les États-Unis d'Amérique. Usage des manœuvres d'intimidation sous toute forme pour faire taire toutes les voix discordantes à celles du régime en place. Verrouillage de l'espace politique au profit du seul régime au pouvoir. Interdiction systématique des manifestations, même pacifiques. Grave violation au quotidien des droits et des libertés tant individuelles que collectives. Confiscation des médias publics par le pouvoir. Exclusion des hautes fonctions de l'État d'une catégorie de citoyens pour leurs convictions religieuses heurtées par la pratique institutionnelle du serment confessionnel. Partialité des autorités administratives et militaires dans le règlement des conflits. Politisation et militarisation abusive de la vie administrative au profit du pouvoir, alors que l'armée, la police et la gendarmerie sont supposées être apolitiques et neutres. Pillage des ressources publiques par les proches du pouvoir en vue de se couler douce sous d'autres cieux, alors que dans leur ensemble majorité de la population vit dans l'extrême pauvreté. Coupe abusive des maigres ressources, des maigres salaires des fonctionnaires sous prétexte de résoudre la crise économique. Tout ce tableau sombre de la situation actuelle que vit notre peuple ne peut que provoquer la haine et le mécontentement, d'où les multiples tensions. Cette situation doit nous interpeller et dans une moindre mesure préoccuper ceux qui se considèrent encore comme amis du Tchad. Le Tchad vit actuellement dans un inquiétant état d'instruction politique qui ne dit pas son nom. Il est donc fort à parier que, nonobstant les manœuvres d'intimidation et de persécution, les Tchadiens n'en soient venus à rechercher des raccourcis. Cela nous est enseigné par notre histoire politique. Or, c'est dans cette situation de confiscation de pouvoir, de la sclérose politique, de fracture sociale, de déficit démocratique, d'intimidation, d'insécurité, de méfiance entre les Tchadiens, de mensonges politiques et de négation du droit que le pouvoir tient des discours officiels et lénifiants sur sa volonté d'organiser les élections législatives et communales en 2019. Un scrutin législatif des plus incertains. Le Tchad n'est pas en ce moment prêt pour l'organisation d'un scrutin à la fin de l'année 2019. Il n'existe aucune liste électorale fiable et le problème du financement n'est pas des moindres si le recours des partenaires extérieurs est sollicité. De tout ce qui précède, l'on est fondé de se poser la question pour en douter de la volonté du pouvoir et de sa capacité à organiser ces élections. Dans quelles conditions ces élections vont-elles être organisées? Trouveront-elles des solutions à la crise politique et sociale actuelle? Quelle place réservée aux Tchadiens mécontents et en larmes? Quel partenaire soutiendra des opérations? Nous n'avons pas encore de réponses à ces questions et le gouvernement décrète l'état d'urgence. En un mot, c'est la mise entre parenthèses du processus électoral déjà fragilisé par les incohérences de la classe politique. Ne croyant plus aux vains discours du pouvoir,